Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philagora. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur la fonction de l'esthétique dans la société moderne, notamment par la notion de paysage, au travers donc de l'ouvrage de Joachim Ritter, euh, qui se nomme Le paysage, fonction de l'esthétique dans la société moderne. Débutons sans plus attendre. Dans l'avant-propos, donc notamment du commentateur Jean-Marc Bess, on comprend que pour Ritter, la question du paysage ne relève pas uniquement du domaine de l'histoire des arts, mais requiert l'étude philosophique de la culture et de la science occidentale. Pour lui, les raisons, donc pour Ritter, les raisons de l'émergence du paysage dans la modernité sont à rechercher dans la théorie philosophique elle-même. L'apparition du paysage dans la modernité est en quelque sorte la cause d'une nouvelle sensibilité esthétique qui consiste en une manière de se lier à la nature par la jouissance de son apparence. Le paysage occupe cet espace inoccupé par la science et les techniques modernes, euh, cet espace, celui du monde vécu. On pourrait faire référence à ce qu'on appelle la phénoménologie, notamment chez Husserl. Celui du monde vécu que Ritter nomme le monde ptoléméen, par opposition à un monde galiléo-copernicien de la science. Je vous renvoie à la révolution copernicienne, galileo-copernicienne du XVIe siècle, notamment le passage euh, du géocentrisme à l'héliocentrisme. Le regard que Ritter tourne, le regard de Ritter en fait se tourne vers la manière qu'a l'homme d'habiter le monde terrestre. La modernité se caractérise justement par la coexistence de ces deux ordres, deux mondes contraires. Celui du monde vécu, le monde ptoléméen, et celui du monde, on va dire, galiléo-copernicien de la science, le monde plus moderne, avec une représentation mathématisée de la nature, par exemple. Eh bien, la modernité se caractérise en fait par la coexistence de ces deux ordres un petit peu contraires. La vérité esthétique de ce monde ptoléméen est profondément liée à la quotidienneté, au quotidien. En un mot, le paysage est la nature telle qu'elle s'offre à la sensibilité du corps par l'effet de ses couleurs, de ses reliefs, etc. Ritter veut aussi montrer la présence d'une théoria tout cosmou, notamment de la philosophie antique, dès le texte de Pétrarque, un philosophe Pétrarque, en 1336, l'ascension du mont Ventoux. Euh, la théoria tout cosmos est constitutive du rapport esthétique à la nature en tant que paysage. Elle est cette, je cite, intuition du tout, qui est le but même des exercices spirituels de la philosophie antique et de la théologie médiévale, écrit Ritter. La théorie philosophique dont fait mention Ritter relève de ce qu'on nomme la contemplation platonicienne. Rapidement, euh, euh, pour la plupart des philosophes grecs et essentiellement pour le courant de pensée qui relie le pythagorisme, Platon et le néoplatonisme, la contemplation désigne une attitude de connaissance qui permet à l'être humain de se libérer d'une condition commune d'esclavage du sensible, des désirs et des opinions, et d'atteindre ainsi la perfection de sa nature et l'autarcie qui en résulte. La contemplation serait à la fois connaissance suprême, maîtrise de soi, vision directe des réalités célestes et proximité ou contact avec le divin. Pour revenir à Ritter, il cherche à comprendre, euh, il cherche à comprendre ici comment l'échec de la traduction de la nature en expérience esthétique moderne contemplative est-il possible à la fois dans le texte de Pétrarque, l'ascension du Mont Ventoux en 1336, mais aussi dans les sciences modernes avec Galilée, Copernic et Newton. La thèse de Ritter est que le paysage pérennise cette attitude contemplative, cette sensibilité esthétique de la nature au travers d'une société rationalisée par la technique et la science. Le statut ontologique du paysage, ce qui constitue l'être du paysage, est donc important puisqu'il transporte avec lui des impressions sensibles d'une époque pourtant révolue, celle de la philosophie antique. Ritter écrit à la toute fin de la partie 2 de son ouvrage que, je cite, le paysage, c'est la totalité de la nature appartenant comme monde ptoléméen à l'existence des hommes. Ça, c'est vraiment une citation importante. Ritter rappelle aux aspirations, donc le paysage, pardon, rappelle aux aspirations d'une union renouvelée de l'homme et de la nature, cette attitude
orphique, relatif à la déesse Orphée. Le qualificatif signifie plutôt ici le symbole de l'univers, du cosmos. Euh, Cette attitude orphique du paysage considère la nature comme un spectacle contemplatif où nul intermédiaire n'est nécessaire pour la connaissance et la description, puisque le paysage est, je cite, la nature esthétiquement présente, pour Ritter. Pour autant, il ne s'agit pas d'opposer binairement la nature ptoléméenne et la nature galiléenne, c'est-à-dire une représentation mathématique de la nature comme objective, la, la nature galiléenne, mais d'en montrer la solidarité. Ce qu'il fait via le texte de Schiller, le poème de Schiller, La Promenade. La réification de la nature conduit à la liberté des modernes. Réification, c'est un concept du philosophe Georg Lukács. Il est entendu ici d'une manière simpliste comme une rupture, une séparation avec la nature. Le paysage conserve cependant toujours cette relation intime avec l'environnement naturel. Telle est sa fonction dans la société moderne. Ce rapport à la nature dans la modernité est une ouverture, non une réparation de quelque chose de perdu. C'est la liberté de la jouissance esthétique par la libre nature qui s'exprime ici. Abordons maintenant quelques parties de l'ouvrage, quelques aspects de parties de l'ouvrage. Alors, Pétrarque, dans le texte L'Ascension du Mont Ventoux, dans ce texte, on peut noter quelques aspects importants, notamment le sentiment de subjugation face à la difficulté du périple que traverse Pétrarque, sentiment très fort lié à cette sorte de sublime mathématique kantien. Brièvement, cette notion réfère à ce sentiment de grandeur démesurée que l'on ressent à la vue d'un paysage qui s'étend à perte de vue, justement. Le sentiment du sublime naît à partir du moment où nous nous trouvons à distance, où notre existence n'est pas menacée, où nous pouvons faire des phénomènes que l'on observe un spectacle, notamment le paragraphe 28 de la critique de la faculté de juger. Ce qui est frappant ici est cette tonalité affective douloureuse accentuée par les avertissements d'un vieux berger lors de l'ascension du Mont Ventoux par Pétrarque, les alertants du danger, en contraste avec la fougue juvénile incarnée entre autres par le frère de Pétrarque. Pour le dire simplement, dans le texte de Pétrarque, il y a une hiérarchie entre le parvenir et le vouloir qui semble relever de l'idée selon laquelle le désir conditionne la volonté, d'où découle l'action. Le parvenir revient ici à la pratique. D'où découle l'action motivée par le courage, une vertu cardinale. Quelques pages plus loin du texte de Pétrarque, nous retrouvons cette subjugation précédemment évoquée, alliée à la réminiscence de souvenirs d'enfance, rappelant une expérience esthétique paysagère, se fabriquant aussi sur un fond émotionnel, une nappe mémorielle. Il y a véritablement une transition vers ce repli sur soi-même, une extensivité croissante de ces réflexions internes qui conduisent Pétrarque à reconsidérer son expérience esthétique en dévaluant l'extériorité du sujet humain, à y privilégier une grandeur de la pensée humaine sur fond de la pensée d'Augustin, philosophe médiéval, sur l'oubli de soi-même, ou plutôt un acte de faire retour à soi. Il s'agit dans le livre 10 des Confessions de reconnaître la vérité de Dieu en nous, éclairer notre moi. Dans le chapitre 1, qu'on peut choisir de nommer Ritter et la Theoria du Cosmos, on comprend que pour Ritter, lorsque Pétrarque se sert des catégories augustiniennes pour décrire son expérience esthétique, se trouve dans un premier temps en deçà du cadre des catégories d'Augustin, celle du retour à soi notamment. Sans s'en rendre compte, Pétrarque mobilise la Theoria του Cosmos de la philosophie antique qui pérennise l'esprit théorique de la philosophie grecque. Ainsi, l'expérience esthétique du paysage ne se constitue seulement à la condition d'une sortie de la nature, transcensius, ce que Ritter nomme transcensius, de la Theoria του Cosmos. Cette dernière est justifiée par Ritter sous l'expression de renversement dialectique, dont il est probable qu'il fasse directement référence à la logique dialectique hegelienne, présente entre autres dans les sciences de la logique, notamment le paragraphe 18 de l'encyclopédie dans l'édition de 1827-1830. Enfin, Pétrarque aurait formulé par anticipation, selon Joachim Ritter, je cite, le principe constitutif de la nature en tant que paysage,
Euh, C'est-à-dire le paysage se manifestant justement par cette théoria tout cosmo au sens de l'accession au sensible par le concept qui éveille au tout et au divin, selon la théorie platonicienne des idées. À partir de là intervient la vérité esthétique, perçue, je cite, intérieurement et non à l'extérieur, selon l'augustinisme, qu'on nomme aussi néo-platonicien, dans la continuité de la théorie de Platon. Dans la deuxième partie, Ritter s'inspire de Georg Simmel, notamment d'un petit... On pourrait mentionner le petit article Philosophie du paysage dans l'ouvrage La tragédie de la culture, qui est un recueil de textes. Ritter définit le paysage comme une, je cite, totalité indépendante, mais rappelle que Simmel manque de réfléchir sur la création du registre esthétique moderne du paysage lui-même. Dans le texte de Simmel lui-même, le paysage n'est pas immédiatement donné, mais émerge à la suite d'un ensemble d'opérations de l'esprit, appelées par Simmel délimitation, qui construisent une unité à partir d'impressions singulières indépendantes les unes des autres, mais toutefois à partir d'une disposition psychique, Stimmung en allemand. Notre interprétation, mon interprétation d'ailleurs, de la critique de Ritter, de Simmel, est que l'approche de Ritter se veut probablement plus ontologique, plus relatif à l'être des choses, encore une fois. L'expérience esthétique du paysage est un transport qui participe à, je cite, la nature libre, détachée des impératifs utilitaires à la vraie nature. Fin de citation. Le rapport nature-paysage réfère aussi au rapport contemplation, physionomie paysagère. Ça, je vous renvoie encore une fois aux travaux du géographe Humboldt. Faire l'expérience du paysage implique pour Ritter une intuition sensible du tout, encore une fois, et la représentation picturale de la nature sous forme paysagère dans les beaux-arts, par exemple, doit prendre en compte, je cite, l'élément sensible de la sensation et du sentiment. Cet élément sensible qui se construit à même l'intériorité du sujet sous la forme d'une vérité esthétique du paysage. Abordons maintenant le poème de Schiller, La Promenade. Pour rester bref, on peut dire qu'après avoir mis en avant la pureté de la ruralité, Schiller poursuit son ode poétique en louant l'agriculture, le labeur des hommes de la terre qui se partagent symbiotiquement une nature prédatrice, au sens qu'elle retire à l'homme sa liberté. Réification de la nature est condition de liberté. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Condition de l'expérience esthétique du paysage. Donc en fait, séparation, rupture de la nature est finalement condition de la liberté pour l'homme. En fait, c'est ça que ça signifie. Après la description quelque peu bucolique du paysage naturel, Schiller met l'accent sur la dualité entre l'homme et la nature, sur fond de mythologie grecque, voire divine. La polarité de cette relation homme-nature s'exprime aussi bien par la violence avec laquelle l'homme s'empare de son environnement naturel, que leur union sous une forme de réconciliation dans la forme esthétique et expérientielle du paysage. C'est le paysage en fait qui vient réconcilier quelque part l'homme et la nature dans la modernité. Enfin, dans la troisième partie, que l'on peut nommer historicité et étrangeté, tout en cherchant à dégager les rapports entre société, science et esthétique, Ritter pointe, à même du rapport entre l'esthétique et l'historicité, la finitude du paysage, sa temporalité limitée qui participe très largement sans doute à l'authenticité de l'expérience du lieu, devenant ainsi paysage. Juste rapidement, l'historicité relève de la constitution foncière de l'esprit humain qui, à la différence d'un intellect fini, ne voit pas d'un seul regard tout ce qui est, mais prend conscience de sa propre situation historique. Par là est introduit dans la philosophie elle-même un thème autocritique qui conteste sa vieille prétention métaphysique de pouvoir atteindre la vérité. C'est ça l'historicité. En substance, disons qu'un promeneur qui parvient à faire une expérience esthétique d'un paysage fait fi de l'historicité de ce qu'il contemple. Il est présent. Je cite, dans l'ordre de l'apparence sensible. Fin de citation. Le lieu se modifie en permanence. Le paysage, dans sa transfiguration esthétique, le lieu devient ici paysage par l'expérience esthétique. Ce lieu, il a donc une historicité quelque peu paradoxale,
puisqu'il est ce spectacle de la nature libre et sauvage, entre guillemets toujours la même, dans l'expression esthétique qu'on en a. Mais le sens de la nature paysagère, dans sa représentation picturale, est celui d'un dépassement de ce sentiment étrange. Pour illustrer ce mouvement, encore une fois, de l'expérience esthétique. Joachim Ritter, semble déplorer l'appropriation sociale du paysage par les beaux-arts. Il met en dialogue la construction moderne, esthétique et socio-historiquement située du paysage et son expérience esthétique en tant que telle, qu'il nomme, je cite, la libre jouissance contemplative. Notamment pour Rilke, un des grands penseurs aussi de l'esthétique, la fonction du paysage est d'être, je cite, représentation de la nature étrangère. Ce rapport d'étrangeté est primordial pour saisir l'expérience esthétique du paysage. Il importe donc de distinguer nature de l'homme et nature du paysage, car c'est tout simplement parce que l'homme n'est pas parfaitement dans la nature que cette expérience métaphysico-esthétique du paysage demeure possible. Le point central du poème de Schiller est la liberté, c'est-à-dire, je cite, le divorce entre l'homme et la nature. Fin de citation. On pourrait dire par l'urbanisation qui rend à l'homme sa possibilité d'être libre. La triade ville, science, travail constitue 3 caractéristiques principales de la modernité pour Ritter. Et, je cite, s'émanciper de la nature, telle est la condition dont la liberté demeure nécessairement tributaire, écrit-il. Le propos final est de dire que si l'arrivée de la modernité divise l'homme et la nature, la fonction du paysage est ainsi de, je cite, maintenir la possibilité d'un rapport entre l'homme et la nature qui l'entoure, tout en permettant de percevoir et d'exprimer cette coexistence sans médiation esthétique. Elle pourrait sinon, dans le monde objectal de la société, qu'échapper au langage. Fin de citation. L'authenticité de l'art émerge avec la modernité, conjointement à la modernité. Je vous remercie pour m'avoir écouté dans cet épisode de Philagora. Alors, j'ai conscience que le contenu que j'ai abordé ici est particulièrement dense, peut-être pour les personnes qui ne sont pas habituées à entendre un vocabulaire philosophique peut-être trop pointilleux, pardon. Mais je vous invite peut-être à le réécouter, à faire des recherches aussi annexes, voire à me poser des questions en commentaire de cet épisode. Je me ferai une joie d'y répondre. Cet épisode est un petit peu plus court que d'habitude. On peut le voir comme un épisode bonus, sans doute. Je vous invite vraiment à aller découvrir l'ouvrage de Joachim Ritter sur le paysage. Voir, il y a des références super intéressantes, notamment dans la collection Vrin, de ce qui s'appelle Qu'est-ce que, si ça vous intéresse, ça s'appelle Qu'est-ce que le paysage. Et c'est une notion qui est très intéressante parce que justement, elle ne se limite pas à la picturalité, à la peinture par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à saisir. On peut tous faire l'expérience esthétique d'un paysage dans la contemplation d'un lieu, d'une rivière, d'un soleil, etc. Et ce rapport d'étrangeté dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est quelque chose qui est profondément singulier, et singulièrement humain d'ailleurs, dans l'expérience esthétique. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode qui sera certainement réalisé par mon ami Quentin sur un sujet, on va dire, plus orienté de philosophie analytique, selon la distinction que nous avons établie dans notre présentation. Merci à tous et bonne journée, bonne soirée, à bientôt.